Bonsoir à tous, marhaba bikoum et Jumu'ah Mubaraka. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous compter parmi nous pour ce deuxième webinaire organisé par le Salon Dontex. Nous remercions également Monsieur Macario ainsi que Dr Laved de nous avoir honorés de leur présence pour traiter d'une thématique très importante qui est comment organiser son cabinet dentaire en 2021. Avant de donner la parole à nos deux intervenants, j'ai l'immense plaisir de vous donner une information en exclusivité, à savoir que le Salon Dontex lance une édition spéciale Est de l'Algérie, Dontex Est, un événement qui aura lieu ce mois de juin au Zénith de Constantine. Suivez bien notre page Facebook pour l'annonce qui va se faire dans les prochains jours. Je suis certaine que tous les praticiens de l'Est seront ravis de pouvoir se reconnecter ensemble très bientôt avec leurs confrères et leurs fournisseurs. Je donne maintenant la parole à Dr Laved qui va entamer donc le webinaire en vous souhaitant de passer un agréable moment et que ce webinaire vous sera fructueux. Merci. Dr Laved, je vous donne la parole. Merci à vous. Bonsoir. Assalamu alaikum. Merci, c'était vraiment une excellente nouvelle. Bienvenue à l'Est et bienvenue à vous tous qui nous suivez. Je suis Dr Laved Radia, chirurgien dentiste spécialiste en pathologie bucco-dentaire et petite chirurgie, installée à titre libéral à Constantine. Très contente et très honorée d'être aujourd'hui parmi vous pour modérer ce webinaire Dontex Live dans sa deuxième édition pour un thème qui est très très important, qui est l'organisation du cabinet dentaire, surtout en cette année spéciale qui est le 2021. Alors, je suis très contente aussi de recevoir notre conférencier qui a été élu conférencier ADF, Monsieur Robert Macario. J'ai eu le plaisir de le rencontrer lors de sa tournée de formation en Algérie qui a débuté en 2019. Monsieur Robert Macario est fondateur et directeur du groupe Efficience depuis 2006. Sa connaissance du domaine dentaire en tant que fournisseur ayant participé à l'installation de milliers de cabinets dentaires pendant plus de 25 ans, conjuguée à sa maîtrise du management et de la gestion, lui ont permis de mettre le doigt sur les problèmes d'organisation des cabinets dentaires et de cela, de mettre au point des protocoles d'organisation qu'il a édité dans son ouvrage qui porte le nom d'Organisation au cabinet dentaire, apparu en 2012 et qui a été édité et réédité, je pense même cette année, en 2021, une deuxième rééditation. Une troisième fois. On est à la quatrième ce mois-ci. À la quatrième, pardon. Alors, à la quatrième, que propose Efficience, c'est très intéressant. À la suite d'une audit, le praticien aura un plan de formation qui sera personnalisé. Efficience est un groupe qui traite de l'approche globale, de la communication, de l'organisation cabinet dentaire, du management et bien sûr du perfectionnement clinique. Ces formations sont orientées tout aussi pour les chirurgiens dentistes et les assistantes. Je suis vraiment très contente de vous avoir aujourd'hui avec nous, Robert. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Radia. Et ravi d'être avec vous. Salam alaikum à toute l'Algérie. Merci. Et je prends toujours plaisir à être avec vous. Et aujourd'hui, on va parler des problématiques algériennes. Donc, je ne suis pas un franco-français qui vient vous expliquer comment ça fonctionne à Avignon ou à Paris. On va vraiment parler de l'Algérie que je connais, pas que l'Algérie, mais je me déplace dans les pays francophones pour... je dis francophone parce que mon anglais est lamentable, comme tout bon français. Et donc, je n'officie que dans les pays francophones. Donc, j'ai effectivement fait des tournées au Maghreb pour essayer de comprendre le marché de chaque pays du Maghreb et essayer en toute humilité, d'essayer de vous aider avec les contraintes qui sont les vôtres. Et c'est un petit peu de ça que je veux parler avec vous ce soir, mais surtout lors du Dontex, puisque ce soir, c'est, on va dire, une mise en bouche de ce que l'on fera durant la conférence Dontex, où j'aimerais aborder trois
catégories de problématiques. D'abord, la stratégie. La stratégie d'un cabinet dentaire, c'est des mots qui souvent ne vous parlent pas en tant que médecin, et pourtant c'est essentiel. Quelle est ma stratégie? Quelles sont les notions de rentabilité d'un cabinet dentaire et de productivité? C'est quelque chose qui est essentiel dans tous les pays, et peut-être encore plus dans les pays du Maghreb, où on ne peut pas ignorer ces aspects-là. Donc, comment optimiser mon activité? Être un chef d'entreprise, c'est pas évident pour vous. Vous avez été formé à être médecin et pas du tout à gérer une activité. Et je vois souvent que les questions qui me sont posées sont assez basiques, et c'est normal parce que même vous n'avez aucune formation là-dessus. Donc, combien va coûter un équipement? Combien je dois dépenser? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que je ne dois pas recruter? Tout ça, ce sont des questions qu'on me pose. Le deuxième élément, c'est la communication patient. Souvent, on pense à la communication médicale, le diagnostic. Déjà, faut-il encore bien le faire? Et c'est pas toujours évident. Donc, j'aborde ces sujets, comme l'a dit le docteur Labed, sur l'approche globale. Comment effectuer un diagnostic global de qualité et comment le communiquer avec son patient. Donc ça demande aussi, de nos jours, où l'esthétique prend une place importante, ça demande un apprentissage de la part du praticien. Le troisième aspect, c'est plus de l'organisation et de la délégation. C'est certainement cet aspect que je vais le plus développer durant le Dentex, mais tout dépend du temps de parole qui me sera accordé lorsqu'on fera le programme définitif. Mais pour le moment, j'ai prévu d'intervenir surtout sur cette partie-là. C'est pour ça que c'est la partie que je vais peut-être moins développer aujourd'hui, qui est la partie où on délègue aux assistantes, la partie de la gestion de l'agenda, comment organiser son temps et le rendre efficace et productif, et comment travailler à quatre mains au fauteuil avec une bonne posture et une bonne ergonomie générale. C'est ce qu'on trouve dans mon livre d'ailleurs sur l'organisation. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, il a été exacerbé par l'arrivée de la Covid-19. Mais la Covid-19 nous a permis que de prendre conscience de quelque chose qui était déjà dans les tiroirs. C'est-à-dire de repenser le cabinet dentaire d'aujourd'hui. Et moi, ça fait 15 ans que je donne des recommandations. Et la Covid-19 a permis en France de voir émerger une nouvelle pensée peut-être qu'il faut repenser à l'organisation de nos cabinets dentaires parce que ça ne correspond pas avec les problèmes de contamination, de risque de contamination. Et ça, c'est ce que je dis depuis 15 ans. Et tant mieux, pas en plus, parce que ça coûte moins cher de suivre mes recommandations que d'équiper. Alors, quel est le problème? Le problème, il est un des problèmes sur la contamination croisée. Plus on a d'instruments à manipuler, de tiroirs, de placards à ouvrir, d'instruments à déplacer, et plus on a un risque de contamination croisée. Ces diapos que vous voyez montrent parfaitement ça avec des colorants qui ont été ajoutés dans l'eau de spray. Ce n'est pas du sang, je vous rassure, ce sont des colorants. Le docteur Zetoun, a fait un article très intéressant où il a mis du colorant dans l'eau de spray et il a travaillé une matinée. Au bout d'une matinée, voilà tout ce qu'il avait touché ou tout ce qui avait été projeté pendant son travail. Donc vous voyez que la contamination, si ça avait été invisible, les bactéries, les germes, les virus peuvent se propager partout. Et évidemment, on va les retoucher sur le patient d'après avec le risque de le contaminer. Donc cette contamination est extrêmement importante dans l'ensemble du cabinet et particulièrement dans la zone active. Ce que j'appelle la zone active, c'est la zone où s'effectue le soin et les passations les plus importantes. On va dire c'est un diamètre moi je dis 1,50 m autour de la bouche du patient, un diamètre de 3 mètres, qui est la zone la plus contaminée et la plus contaminante et où il va falloir apporter une attention particulière. Alors, ce soir, je ne vais pas vous parler que de ça, mais le Covid nous fait mener une réflexion là-dessus. Le problème algérien, il est de plusieurs niveaux. Vous êtes confronté à la difficulté déjà de répondre à une problématique sociale. Vous devez tenir compte du contexte social de l'Algérie. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi le problème économique, qui est, je dirais, peut-être le plus fort. Comment faire une dentisterie moderne en tenant compte de l'aspect économique de l'Algérie. Le troisième, c'est technologique.
Comment accéder à cette technologie aujourd'hui totalement nécessaire pour un omnipraticien? On a besoin de tous ces nouveaux matériaux, mais qui ont des coûts très élevés. Et comment mettre en adéquation cela avec les problèmes économiques? Et quatrième élément, tenir compte de la politique. Je parle de la politique de la santé, pas de la politique politicienne. Mais vous avez des contraintes qui sont différentes de la France, par exemple, où nous avons la chance d'avoir un système, une politique de santé assez avantageuse pour les patients, et tant mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile pour nous, hein, parce que le Français pense que tout est gratuit. Il vaut mieux un patient qui pense qu'il faut payer qu'un patient qui pense que tout est gratuit. Mais ça facilite effectivement une partie de l'exercice. Ensuite, toutes ces réflexions-là et ces problématiques remettent en cause l'exercice libéral monopraticien. Vous voyez ici une photo qui montre le dentiste traditionnel et peut-être que beaucoup d'entre vous, en regardant cette image, s'identifient à cette personne. Un cabinet avec du mobilier, des tiroirs, un praticien qui donne le meilleur de lui-même mais en travaillant seul, sans assistante au fauteuil. Ce concept est complètement dépassé aujourd'hui. La dentisterie moderne doit se donner les mêmes moyens que toutes les professions de haute technologie. On est dans un métier qui a progressé depuis 40 ans de manière importante, exponentielle, et je l'ai vécu. J'ai vécu ces 40 ans et je peux vous en parler, j'ai vu cette évolution, mais par contre, je n'ai pas vu évoluer le cabinet dentaire. En France, nous commençons, ça arrive aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux cabinets où on voit très souvent, de plus en plus, des plateaux techniques pour un seul praticien, avec 2 salles de soins, parfois une salle de chir, mais en tout cas aussi une salle de communication et de consultation, comme vous le voyez ici en bas. Ça, c'est un exemple de cabinet pour un seul praticien. Vous voyez qu'il y a une salle de panoramique, qu'il y a une salle d'attente ici, la salle de consultation qui sert à faire les photos, les empreintes numériques, écouter le patient, diagnostiquer, et puis la partie soins qui est ici. Ce type de cabinet est le modèle que je recommande moi depuis 15 ans et qui doit être adopté maintenant en tenant compte du contexte local, et on va en parler pour l'Algérie. Vous remarquez que les salles de soins ne disposent pas de bureaux, ça doit être des pièces de 12 mètres carrés, 9 à 12 mètres carrés, pas plus, et on doit sortir le maximum de mobilier, les bureaux doivent être séparés, il faut arrêter de faire des salles de soins de 15-20 mètres carrés avec des bureaux, des canapés, des choses comme ça. Vous êtes en train de faire de la chirurgie dentaire. Il faut que vous fassiez des salles de soins exactement comme des blocs. Vous devez aussi surveiller l'image de votre cabinet, l'image que vous envoyez dès l'entrée du cabinet. Les salles d'attente aujourd'hui disparaissent au profit des open space. Et la Covid-19 a montré en France, puisqu'on a fermé les salles d'attente, et moi j'étais ravi, et j'ai pu démontrer aux praticiens que ça fonctionnait quand même. Effectivement, les patients arrivaient à l'heure. On ne laissait pas les patients s'accumuler dans la salle d'attente. Ils se sont éduqués automatiquement parce qu'on leur a dit « c'est fermé, il n'y a pas de salle d'attente ». Eh bien, vous pouvez faire le pareil, y compris en Algérie. Peut-être que vos patients resteront dans le couloir, peut-être qu'ils resteront dans la rue ou au café d'à côté en attendant, peu importe. Mais en tout cas, il faut repenser le cabinet moderne d'une façon moderne. Il faut aussi se donner les moyens. Comment peut-on accéder à toute la technologie alors qu'une simple salle de soins va coûter, selon l'investissement que l'on veut y faire, le niveau de technologie, entre 4 millions à 15 millions de dinars, rien que la salle de soins. Si je raisonne d'un cabinet complet, un cabinet complet de base à minima en Algérie, c'est 8 millions d'investissements en faisant au minimum, ou ça peut aller jusqu'à 80 millions. Si j'équipe mon cabinet d'une manière moderne, telle que le recommande Robert Macario, eh bien, on est plutôt vers 80 millions que vers 8 millions. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut, en Algérie, investir autant? Cet investissement, si on le finançait par un crédit, par exemple, ou si on l'amortissait sur 5 ans, représenterait un investissement de 130 000 dinars, à 1,5 million de dinars par mois.
Est-ce qu'on peut donc dépenser 130 000 dinars par mois pour se payer son matériel? Et je parle bien sans radio, sans téléradio, sans scanner, évidemment. C'est ça le problème qui est le vôtre aujourd'hui, parce qu'on devrait être plutôt vers les 80 millions que vers les 8 millions. Et face à ça, vous avez vos honoraires qui se décomposent, comme vous le voyez sur ce tableau. Eh bien, quand vous faites une consultation, vous êtes plutôt à 1500 dinars. Une endo, c'est 5000, 7000. Enfin, vous connaissez vos prix, je ne vais pas vous les énumérer, vous les connaissez. Et c'est avec ces tarifs-là que vous devez résoudre votre problème. Ces tarifs-là, on ne va pas les bouger. La réponse que je vais vous donner, ce n'est pas de surtaxer ou de surfacturer ou de tripler vos honoraires parce que vous allez être le meilleur dentiste. Non, ce n'est pas ça. La réponse, je vais vous la donner par l'organisation. C'est l'organisation qui va être la bonne réponse. On va prendre le cahier des charges algérien et dire, mais ça c'est une constante, c'est ça, je n'ai pas le choix. Comment je fais avec ces éléments qui me sont donnés? Eh bien, je résous le problème en partie par l'organisation. Regardez un petit peu si on décompose ce que représentent vos honoraires par rapport au temps de travail. Imaginons un praticien qui travaille 4 jours et demi. Je pense que c'est raisonnable du lundi au vendredi midi. Je travaille, donc ça fait à peu près 36 heures. Je travaille 46 semaines, c'est-à-dire je prends 8 semaines de vacances, Ramadan, 3 semaines en été, 1 semaine en hiver. Je vais travailler 1650 heures par an. Un détartrage, si je le fais en 1 heure, c'est-à-dire je suis vraiment très lent, je vais encaisser 4000 dinars pour mon détartrage, que multiplie 1650 heures, je vais donc réaliser un chiffre d'affaires de 6 600 000 dinars. Vous voyez déjà par cette démonstration que n'importe quel dentiste, s'il ne faisait qu'un seul détartrage par heure, à condition d'avoir les 1600 patients, bien sûr, qui voudraient un détartrage, ferait un chiffre d'affaires de 6 millions. Donc, on peut appeler ça le SMIC dentaire, en disant un cabinet dentaire doit faire donc entre 6 millions et beaucoup plus. Prenons un autre exemple. Prenons un exemple d'objectif où je me fixe un objectif de 20 millions. Est-ce que je peux réaliser 20 millions de dinars de chiffre d'affaires? Eh bien, je divise mes 20 millions par 1650 heures. J'obtiens 12 000 dinars. Et c'est ça la vraie question. Est-ce que je peux réaliser 12 000 dinars de l'heure? Voyons ça. Si je réalise un composite, une face, un petit composite, il est au tarif de 3 000 dinars. Si je travaille relativement rapidement, je peux le faire en 15 minutes. J'ai donc une rentabilité horaire de 12 000 dinars. Si je fais un composite de face à 5 000 dinars, je vais prendre 20 minutes, je suis à 15 000 dinars. Une endo, 15 000, à condition de la faire en 20 minutes. Une endo postérieure, 40 minutes. Vous remarquez que je suis raisonnable. Une endo postérieure en 40 minutes, c'est faisable. Vous prenez 7 000 dinars, donc la rentabilité est à 10 500, on est en dessous du seuil qu'on voulait atteindre. Mais voilà, par ce tableau, et regardez à côté les couronnes, on voit bien qu'à chaque fois, à condition que vous ayez un temps de production efficace, on est au-dessus du seuil des 12 000 dont je vous parle. Donc c'est possible, à condition de travailler dans le temps. Est-ce qu'à ce niveau-là, on pose quelques questions à nos amis présents? Radia? Oui. Est-ce qu'on fait un petit sondage à ce niveau-là ou... Oui, on a déjà lancé les sondages. Vous avez déjà lancé, d'accord. Oui, alors concernant le nombre d'assistantes. Oui. Et pensez-vous que votre cabinet soit organisé? D'accord. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse à peu près? Vous pouvez me donner une info? Alors, pensez-vous que votre cabinet est organisé? On est à 60% oui, 40% non donc. D'accord. Et avez-vous travaillé pendant le confinement? On est à 40% oui, 40% non, 20% téléconsultation. D'accord. 20% téléconsultation. Oui, elle est descendue à 13
Apparemment, les confrères viennent de noter les sondages. Les chiffres sont en train de changer. D'accord. Alors, pour l'organisation, on est monté à 63%. C'est comme pour Oh là là. les municipalités. Ensuite, ça descend à 50% oui, 50% non. D'accord. C'est la Starac dentaire. D'accord. Alors, pour merci pour les assistantes, j'arrive pas à trouver, pardon, excusez-moi, je vous donne. Ah oui. Pour les combien d'assistantes avez-vous? 60% deux, 40% une seule. D'accord. Eh bien, ça veut dire que déjà, merci pour ça. Je vous en prie. Ça veut dire que nous avons des cabinets plutôt organisés. Félicitations, messieurs. Et la preuve que vous êtes organisés, c'est que vous prenez le temps de m'écouter en plus. Donc, félicitations. Vous avez tout compris. Mais je vous mets au défi de répondre à ce sondage de tout à l'heure ou après une de mes conférences quand je viendrai au Dantex, et vous verrez que vous risquez certainement de 63% décider de vous mettre que 20% ou 30% en disant ben, tout compte fait, en écoutant Robert, je suis peut-être pas si organisé que ça. Mais continuons quand même, c'était amusant et je suis ravi de voir des gens plutôt motivés, plutôt avec des assistantes, 60% ont 2 assistantes, c'est génial, c'est parfait. Maintenant, comment utilisez-vous votre assistante? Là est la question. On continue. Donc, vous remarquez à travers la petite démonstration que je viens de vous faire que justement, c'est une problématique de gestion du temps. En fait, notre problème, c'est le temps, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Car si j'avais un pouvoir magique et qu'aujourd'hui je vous doublais votre temps et je vous dis que chaque minute dure le double, chaque heure dure le double, est-ce qu'on ne résout pas tous les problèmes? Mais bien sûr que si. Ça équivaut à dire je double les tarifs. Ça équivaut à dire je double vos honoraires annuels. Puisque si je double votre temps, vous ferez 2 fois plus de choses. Eh bien, vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de doubler votre temps, surtout au Maghreb. Et vous pouvez faire même beaucoup plus encore. On va voir comment au fur et à mesure. Regardez, imaginons un patient qui vient avec un besoin moyen. Un patient qui a besoin de 2 couronnes antérieures et 2 couronnes postérieures. Accordez-moi que c'est un plan de traitement moyen. Bien sûr, il y a des patients qui viennent et qui n'ont qu'une petite carie, mais vous avez aussi des patients qui viennent pour faire des implants, une réhabilitation totale, de l'esthétique, de la paro. Donc, cet exemple que je vous mets sous les yeux, j'espère que vous serez tous d'accord pour reconnaître que c'est un besoin moyen. Je ne dis pas que c'est un devis que vous rencontrez tous les jours et qui est accepté tous les jours par vos patients. Je ne dis pas ça. Je dis, est-ce que vous rencontrez des bouches dans cet état tous les jours? Et je sais que vous devez me répondre oui, puisqu'en général, vous avez entre 4 à 6 bouches par jour qui sont dans cet état. 2 endos antérieurs avec couronne, 2 endos postérieurs avec couronne. L'ensemble de ce traitement, si ce patient avait les moyens de me payer, coûterait 104 000 dinars pour se faire soigner. Aujourd'hui, dans la majorité des cabinets, on va soigner ce patient au fur et à mesure de sa conscience ou de ses besoins financiers. On va attendre qu'il ait conscience de son problème ou qu'il ait suffisamment d'argent pour que je puisse lui proposer. Et donc souvent, on va fragmenter ce plan de traitement. Souvent, on voit des patients qui restent malades 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on lui fait une couronne à la fois. Rassurez-vous, ce n'est pas une critique, parce qu'en France, c'est pareil. Dans 70% des cabinets dentaires français, on fragmente les plans de traitement. On les adapte au remboursement de la sécurité sociale. Mais ce qui est complètement un non-sens sur le plan médical. Donc, en faisant ça, on va soigner ce patient en 22 rendez-vous. On va faire 2 rendez-vous de 60 minutes pour les 2 endos molaires. Et puis le reste, ça sera une multitude de rendez-vous, une vingtaine de rendez-vous de 30 minutes. En fait, on va passer 12 heures sur ce patient et on va faire 22 stérilisations. Eh bien, ce patient, et pourtant, il va dépenser 104 000 € chez vous, il ne va rapporter que 8 600 dinars de l'heure. Donc ce patient ne sera pas rentable. Puisqu'on a vu tout à l'heure
que si on avait un objectif de 20 millions, il fallait qu'on fasse 12 000 de l'heure. Eh bien, même sur un plan de traitement à 100 000, on n'est pas rentable, sauf si on prend le même plan de traitement, mais qu'on arrive à convaincre le patient de tout faire tout de suite et qu'il accepte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais traiter les endos en même temps. Je vais prendre mon patient pendant 2h30 et je vais lui faire toutes ses endos en 2h30. Je vais travailler sous digue avec mon assistante à 4 mains. Je vais le voir en 5 rendez-vous maximum. Et je vais passer 6 heures. Et ça sera toujours 104 000 dinars. Mais divisé par 6 heures, je suis passé à 17 000 dinars de l'heure. Cette démonstration vous montre quoi? Elle vous montre que la réponse au problème qui est le nôtre est le groupement des actes. Donc l'approche globale, le diagnostic global et la communication au patient. Bien sûr, vous allez me dire, on voit qu'il n'est pas algérien. Il ne sait pas que les patients refusent. Mais si, je le sais. Et vous allez voir que ma démonstration, je vais la continuer, et on va intégrer le fait que les patients refusent. Mais admettez, s'il vous plaît, que ma démonstration jusqu'à présent est sans faute. On a des patients qui dépensent 100 000 dinars s'ils avaient l'argent, et je peux les soigner en 6 heures si je groupe les actes et que je suis efficace. Donc, je peux atteindre une productivité de 17 000 dinars de l'heure si je suis organisé et si mes patients acceptent mes plans de traitement, évidemment. On continue. Maintenant, regardons ce qu'est la réalité de votre temps. J'ai fait beaucoup d'audits dans les cabinets dentaires où j'ai analysé les temps de travail. En fait, vous travaillez en Algérie en moyenne 400 heures en haut potentiel. 400 heures, c'est-à-dire c'est 25% de votre temps dans des actes rentables, ce qui vous fait vivre, ce qui est intéressant. 600 heures, vous travaillez dans des actes moins rentables ou pas rentables du tout. Vous soignez les gens en perdant de l'argent. Et 650 heures, vous ne travaillez pas dans la bouche, vous êtes en dehors de la bouche. Soit vous faites des formations, soit vous faites de la gestion, soit vous faites des consultations qui ne sont pas payées. Excusez-moi, mais à 1500 dinars, c'est pas payé. D'accord? Donc c'est de l'investissement, vous devez le faire, mais je mets ça dans les 650 heures qui ne sont pas du tout rentables. Voilà une photo d'un cabinet algérien. Alors, comment je résous le problème? Eh bien, là, on obtient, on va plus loin dans mes heures. Donc, je vous l'ai dit, en fait, c'est que vous faites 400 heures. Ces 400 heures que vous faites, elles sont souvent en moyenne, d'après les calculs que j'ai pu faire, autour de 17 000 dinars. Donc, si vous faites 400 fois 17 000 dinars, vous allez trouver 5 millions. Et vous faites 600 heures où vous êtes plutôt à 4 000 dinars. Donc, pas du tout rentable, bien sûr. Mais ça rapporte quand même 4 000 fois 600 heures, c'est-à-dire à peu près encore 2 millions. Et on arrive au fameux 6 millions et quelques de tout à l'heure, 6-7 millions. Alors qu'il faudrait faire ceci. En fait, il faudrait consacrer 1000 heures de travail au fauteuil. Vraiment au fauteuil, 1000 heures. Vous voyez que ce n'est pas excessif. Et il faudrait en consacrer 360 à soigner seulement 80 patients qui accepteraient mes plans de traitement à 100 000 dinars. 80. Et qu'à côté, je soigne 620 patients qui, eux, refusent et n'acceptent qu'une toute petite partie du plan de traitement, un détartrage ou un soin. Je soigne donc 700 patients, c'est à peu près le nombre de patients que vous soignez. Mais sur les 700, il y en a seulement 12% qui ont accepté. 12%. Eh bien, je fais 10 millions. Ça serait intéressant de poser la question, je vous laisse, Radia, vous occuper de poser les questions là-dessus et d'avoir des réactions. Et s'il y a des réactions, n'hésitez pas à me le dire et je m'interromps si besoin. Ok. Maintenant qu'on a posé les éléments de productivité, il me reste une dizaine de minutes pour vous mettre ça en adéquation avec les charges du cabinet. Je voulais, dans cette première partie,
vous montrer que c'est possible, que atteindre 20 millions de chiffre d'affaires dans un cabinet algérien est largement possible. Je suis même convaincu qu'on peut faire encore plus. Mais voyons ce qui se passe avec un chiffre d'affaires de 5 millions, de 10 millions ou de 20 millions. Quelle est la conséquence du chiffre d'affaires par rapport à mes charges? Prenons la première colonne rouge, si je ne fais que 5 millions de dinars, ce qui est le cas pour certains d'entre vous peut-être. Eh bien, si vous travaillez 1650 heures, on a vu tout à l'heure que c'était 4 jours et demi, avec beaucoup de vacances, vous avez donc une productivité de 3000 dinars de l'heure. Même pas un détartrage. Mais bon. Par contre, vos postes de charge, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, vos achats, c'est-à-dire les prothésistes, la fourniture, représentent grosso modo 20%. Donc, il y a déjà 1 million, ce qu'on appelle ça les charges variables, qui de toute façon dépendent du chiffre d'affaires. Ce sera toujours 20%, que vous fassiez 5 millions ou 20 millions, c'est toujours 20%. Donc là, ça va représenter 1 million dépensé pour le prothésiste et le consommable, les composites, les pâtes à empreinte, etc. Et puis, vous avez les charges fixes. Alors, le nom que portent ces charges est clair. Charges fixes, ça veut dire que ce sont des charges que vous avez de toute façon. Que vous fassiez du chiffre ou pas, ces charges ne bougent pas. C'est le loyer, c'est les crédits éventuels, si vous avez des crédits, c'est le gaz, l'électricité, c'est tout ce qui est fixe, hors assistante. Ces charges peuvent représenter 2 millions si je fais 5 millions de chiffre d'affaires, et donc ça va avoir un impact de l'ordre de 40% sur mon activité. Ma masse salariale, eh bien, ça va dépendre. Heureusement, vous avez la chance d'avoir des assistantes qui ne sont pas trop payées en Algérie. Donc, eh bien, ça peut représenter à peu près entre 4 à 8%. Si vous avez 2 assistantes, ça fait à peu près 400 000 dinars, si nous sommes d'accord, entre une assistante au fauteuil et une assistante au secrétariat. Et donc, ça va représenter 8%. Les charges du dirigeant, là aussi, vous avez la chance d'avoir très peu de charges en Algérie. Bon, très peu d'avantages aussi, hein, mais donc j'ai mis 5% parce que j'estime, et j'espère que vous le faites, que vous mettez quand même un petit peu d'argent pour votre retraite. Donc on va dire c'est une assurance, une retraite, un petit peu. Là, je l'estimais, je n'avais pas les chiffres exacts, mais j'ai estimé que ça pouvait représenter 5%. En clair, si je fais 5 millions et que j'ai ces dépenses-là, et je pense qu'elles sont tout à fait réalistes et moyennes, mon bénéfice sera de 27% de 5 millions. C'est-à-dire, je vais gagner 1 300 000 dinars. Maintenant, je fais 10 millions. Je fais 2 fois plus. Je suis à 6 000 dinars et je vous laisse découvrir qu'est-ce qui se passe. En fait, les charges fixes ne bougent pas. Mais mes charges fixes qui étaient de 2 millions restent à 2 millions. Mes charges, ma masse salariale, mes 2 assistantes sont toujours là. Mes charges de dirigeant, elles fluctuent un petit peu. Mais mon bénéfice passe de 1,3 à 5. Énorme. Maintenant, je fais 20 millions. Mes charges variables bougent, bien sûr. J'ai 4 millions de prothésistes et de consommables, évidemment, puisque je fais 20 millions. Mais mes charges fixes, eh bien, je peux les doubler. Je peux dépenser 2 fois plus. Je peux donc dépenser 2 millions de plus. Et vous comprenez où je veux en venir. Et là, on voit que grâce à ce cas, je vais pouvoir avoir les investissements dont j'ai besoin. Ma masse salariale, mais je peux la doubler aussi. Je ne dis pas de doubler, d'avoir 4 assistantes au lieu de 2. Non, mais de mieux les payer et de les respecter. Parce que si vous voulez des assistantes, il faut prendre des gens de qualité, intelligentes et bien les payer. Les charges dirigeantes ne bougeront pas et votre bénéfice sera de 10 millions. J'espère que cette démonstration vous montre à quel point il est important d'atteindre cet objectif financier. Car c'est l'objectif financier qui va vous permettre d'avoir le plateau technique dont vous avez besoin pour bien soigner vos patients, qui va vous permettre d'avoir les bonnes assistantes intelligentes, compétentes, qui vont vous aider et qui seront bien payées. Et que vous ayez la juste rémunération de votre travail et que vous méritez. Donc, voilà ce schéma, j'espère qu'il est parlant, j'espère ne pas vous avoir choqué en vous parlant d'argent. En France, au début de mes interventions, il y a 15 ans, les dentistes criaient au secours ce méchant monsieur qui nous parle de rentabilité. Aujourd'hui, tout le monde m'aime bien, mais il a fallu que j'arrive à convaincre les praticiens que vous étiez des chefs d'entreprise et vous êtes des chefs d'entreprise.
Donc, c'est important que vous ayez cette conscience. Donc, pour améliorer votre activité, pour être performant, vous avez des effets de levier. Ces effets de levier sont le nombre d'heures que vous travaillez, le nombre de patients, le nombre de nouveaux patients, vos tarifs, les tarifs que vous pratiquez, votre capacité à diagnostiquer ou votre capacité de production. Ça, ce sont les 7 leviers de la production, les 6 leviers, pardon, de la production. Sur quoi on peut agir? Le temps, est-ce que je peux agir sur le temps? Eh bien non. Non, parce que travailler trop est une erreur. Un métier médical comme le vôtre nécessite de se préserver, d'être en pleine forme et physique et intellectuelle. Donc, je recommande à mes clients français de ne pas travailler plus de 1200 heures. Par contre, si je veux jouer sur le temps, je ne peux que multiplier les dentistes. Si j'ai 2 dentistes, effectivement, j'ai 2 fois plus de temps. Quel est l'effet? Donc, sur le temps, très peu de possibilités de gain. Les patients, est-ce que je peux augmenter le nombre de patients? Est-ce que si j'ai 2 fois plus de patients, je gagne 2 fois plus? Faux. C'est une erreur. Chaque fois que je vois des cabinets qui ont trop de patients, en fait, ils soignent moins parce qu'on perd énormément de temps autour de l'acte. Donc, il y a une bonne quantité de patients, c'est 700 patients, autour de 700 patients, pas plus, par an. On ne peut pas agir sur cet élément. Troisième élément, le prix. Est-ce qu'on peut agir sur le prix? Mais peut-être un petit peu, si je suis au centre d'Alger par rapport à Oran ou à Patna, ou peut-être par rapport à Alger centre, par rapport à Alger banlieue. Mais c'est pas là-dessus qui est la grosse différence. L'élément sur lequel vous pouvez jouer et qui a un effet démultiplicateur, c'est le besoin du patient, qui peut aller de 3000 dinars à 300 000 dinars, voire plus, selon votre capacité à diagnostiquer et à convaincre le patient. C'est ça votre cœur de métier, c'est ça notre métier à nous, de vous apprendre, de vous enseigner comment on fait cela. Voilà, et pour ça, donc, vous avez compris, et je vais conclure sur ces éléments-là, qu'il est important de déterminer vos objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs sur 3 éléments. Quelle dentisterie voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez faire de l'implanto, de la dentisterie sociale, de la pédodontie? Définissez cela. Dans quel cadre avez-vous envie de travailler? Avec quel matériel? Avec quel plateau technique? Ensuite, quelle qualité de vie voulez-vous? Est-ce parce que si pour satisfaire le premier objectif, vous devez sacrifier votre vie, divorcer, ne pas avoir d'enfants, ne pas vivre à côté, c'est une erreur. Il faut un juste équilibre des deux. Et le troisième élément, c'est le revenu. Le revenu qui va permettre en fait de financer les 2 autres. C'est grâce à des revenus importants que vous devez avoir, ça va vous permettre de financer la qualité de travail et la qualité de vie. Donc, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès tout à l'heure, fixez-vous des objectifs. Et regardez si ces objectifs, je peux les mettre en adéquation avec le temps que je consacre à mon métier. Et quel est donc mon besoin de productivité horaire, journalier, hebdomadaire? Et grâce à ça, vous verrez, je vous parie ce que vous voulez, rien qu'avec ça, le mois prochain, vous allez gagner déjà un petit peu plus. Rien qu'avec ce que je viens de vous dire. C'est ce que me disent souvent les praticiennes. Mais n'oubliez pas le rôle des assistantes. N'oubliez pas que pour réussir tout cela, il faut des assistantes compétentes. Et ce n'est pas le nombre. Chaque fois que j'ai fait mes tournées au Maghreb, que ce soit dans n'importe quel pays du Maghreb, malheureusement, on avait des assistantes qui étaient comme celles du milieu, les bras croisés, très souriantes, très gentilles, mais qui ne faisaient pas grand-chose. Donc, il faut former vos assistants. C'est pour ça que chez Efficience, nous faisons des formations. Nous avons une plateforme de formation. Alors, je vous annonce qu'on vient de créer une plateforme en e-learning qui est sur Internet, qui s'appelle Efficience Dentaire Rise Up et qui permet d'accéder à des formations, toute une série de formations, notamment pour former les assistantes. Voilà. Donc c'est sur elle que c'est un des atouts majeurs, l'organisation, mais aussi la bonne formation des assistantes. Et là-dessus, il y a un gros travail à faire au Maghreb. Voilà, mes amis, et au Dentex, je vous parlerai plus de posturologie, d'ergonomie, de passation, de comment organiser sa salle de soins et comment être performant.
Radia, peut-être un petit retour sur les praticiens, que je puisse Oui, répondre éventuellement à des oui, questions. Robert, avec plaisir. Alors, déjà, désolé, tout à l'heure, j'ai eu une petite panne d'électricité. Donc, ça, déjà, c'est un problème qu'on devrait trouver, pouvoir régler pour les cabinets dentaires. Là, heureusement, je suis pas au cabinet. Alors, nous avons jusqu'à maintenant 3 questions. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à poser vos questions. Alors, la première question nous vient de Monsieur Karim Saidi. Alors, il vous dit bonjour. Le volume du travail a beaucoup diminué depuis le Covid-19. Parfois, on fait même pas 7 à 8 000 dinars par jour. Comment gérer ce problème et comment pouvoir augmenter la rentabilité pendant cette période critique, s'il vous plaît? J'ai toujours la même réponse. C'est par patient. J'ai pas de baguette magique pour vous faire avoir plus de patients. Mais la question est de dire où sont les patients. Pour mes clients français, l'année 2020, avec 2 mois d'arrêt, on a eu un maintien du chiffre d'affaires. Aucun de mes clients français n'a gagné moins en 2020, alors qu'ils ont eu 2 mois de vacances supplémentaires. En 2021, depuis le 1er janvier, tous les cabinets sont en progression de 20%, parce que les gens reviennent, parce qu'ils ont trop attendu, et que d'un coup, maintenant, ils ne peuvent plus attendre. Quand vous me dites que vous ne faites que 7 000 dinars par jour, que les patients ne viennent plus, je vous dirais, mais attendez, ça veut dire que les rages de dents n'ont plus lieu, que les caries n'existent plus, que les parodontites n'existent plus? Non. Plutôt, les patients sont des fois réticents à aller au cabinet dentaire parce que au début de l'épidémie, de la pandémie, on a eu toute une vague de peur concernant la possibilité de contracter, une possibilité plus accrue de contracter le Covid au niveau des cabinets dentaires. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous devez communiquer là-dessus. C'est-à-dire que vous devez informer que ce n'est pas le cas si vous devez être un dentiste scrupuleux. C'est pour ça que l'amateurisme ne peut pas exister. Vous n'avez pas le choix. Vous devez gagner de l'argent pour investir dans mon cabinet. Donc, on ne peut pas faire une demi-dentisterie ou une dentisterie à minima. Ça n'existe pas. Il faut faire une dentisterie de qualité. Donc, pour le Covid, il faut se donner les moyens nécessaires et il faut communiquer là-dessus. Il faut le faire savoir. Les patients algériens sont en recherche de dentistes qui vont les sécuriser. Ils existent, ces patients. Simplement, ils ne sont pas chez vous, docteur Karim. Désolé. Si c'est le cas, si vous êtes ça, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des confrères qui, eux, n'ont pas ce problème-là? Pourquoi? Eh bien, c'est un problème de communication. Donc, je ne connais pas votre cabinet, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous dirais, communiquez autour de vous. Et même si vous avez peu d'argent, mettez les moyens nécessaires pour sécuriser votre exercice. Ne faites pas de détartrage. Vous pouvez reporter les détartrages. Ne les faites pas. Quand vous travaillez sur nébulisateur, ouvrez les fenêtres, aérez votre cabinet, portez des gants, ayez les systèmes qui ont été proposés en Algérie pour préserver. Je sais que vous en êtes capable et que vous le faites même sans doute. Les gens qui m'écoutaient font déjà sans doute cela. Et ensuite, faites-le savoir. Faites-le savoir. Vous savez, vous avez besoin d'un patient par jour. Je vous ai dit tout à l'heure, 80 patients par an suffisent pour faire le chiffre. 80 patients par an sur 200 jours de travail, c'est un bon patient tous les 3 jours. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc, allez le chercher, ce patient. Et ça, c'est du marketing. Alors, ça se fait pas en 24 heures. Si vous me dites comment je fais pour que demain matin j'ai ça, désolé, je n'ai pas la réponse. C'est un travail qui va prendre entre 3 mois à 2 ans de faire ce qu'on appelle du marketing pour vous faire connaître. Il faut que vous ayez une vision et que vous disiez, OK, je vais faire ce que dit Robert et je vais me donner les moyens. Mais dans 6 mois, dans 1 an, on me connaîtra et on saura que chez moi, je fais de la bonne qualité. Une autre question? Alors oui, question de Dr Debez. Elle nous pose, alors elle vous demande, qu'est-ce que la dentisterie sociale? C'est tenir compte d'une population déshéritée. Si vous avez, certains d'entre vous m'écoutent, ils sont peut-être dans des lieux défavorisés et sont peut-être en train de se dire, Robert, il est en train de nous parler des cabinets où il y a des gens riches, etc.
La dentisterie sociale, elle existe en France aussi. Il faut mettre votre discipline en adéquation. Si vous dites, Robert, moi je veux faire de la dentisterie sociale et je veux faire 20 millions, je dis, désolé, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Robert, je veux faire de la dentisterie sociale et gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas possible. Si vous voulez faire une dentisterie sociale, c'est que vous avez une conscience que c'est la chose qui vous porte, c'est votre valeur première, et vous devez admettre que pour satisfaire cette valeur, qui est forte, et je vous en félicite, eh bien, il va falloir être plus modéré sur vos objectifs. C'est pour ça que je vous dis de définir votre objectif en qualité professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Au Maroc, j'avais rencontré, j'avais une conférence et j'avais quelques praticiens qui travaillaient dans la banlieue de Rabat et qui voulaient faire cette dentisterie sociale. Et je leur expliquais pendant une demi-heure les actions qu'ils devaient mener et qui n'avaient rien à voir avec ce que je vais dire à un cabinet de standing d'Alger, évidemment. Docteur Raouf vous pose la question, quelle serait la durée nécessaire pour lancer un cabinet dentaire pour un nouveau diplômé, c'est-à-dire pour qu'il puisse lancer son cabinet, de combien de temps aurait-il besoin? Alors, il faut acquérir 2 compétences. Donc, le temps, je ne sais pas, mais il faut que je sois un bon praticien. Tant que vous n'êtes pas un bon praticien, que vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les problématiques, formez-vous auprès de bons praticiens. Allez travailler avec le docteur Labed, allez travailler avec des gens qui savent travailler et apprenez. Merci. Apprenez. Et quand vous avez appris, eh bien, déjà, vous avez franchi la moitié du travail. Donc, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Il y a des jeunes qui sortent de faculté et qui ont déjà une forte compétence professionnelle, d'autres qui ont besoin de 3 ans. Je ne peux pas répondre à ça. Simplement, je vous conseille de vous former et de vous former. Ça, c'est évident. La deuxième chose qu'il faut acquérir, c'est les moyens de votre dentisterie. Ne démarrez pas par une dentisterie qui n'est pas en adéquation avec votre objectif. Donc, à ce jeune praticien, je dirais, fixez-vous un objectif. Et cet objectif, ensuite, travaillez pour l'atteindre. Si votre objectif, c'est de faire une dentisterie de qualité, de faire des implants, vous êtes formé à ça, vous êtes prêt à ça, mettez, et je viens de vous l'expliquer, les moyens nécessaires pour ça. Vous allez les calculer, vous allez obtenir un chiffre. Vous allez dire, il me faut 200 000 dinars par mois pour faire ce chiffre-là, pour me donner ces moyens. Et on vérifie si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Combien il faut de patients? Souvenez-vous, je vous ai parlé de 100 000 dinars par patient. Et c'est comme ça qu'on fait le calcul. C'est comme ça que je construis les objectifs de mes praticiens français. Et c'est comme ça que, lorsqu'il y a eu le Covid en mars 2020, on a refait tous les objectifs de nos clients en tenant compte du Covid. On savait qu'on avait un arrêt puisqu'il venait d'être annoncé par le gouvernement et on a travaillé sur ça. Et du coup, on a arrêté de faire les détartrages, on a recentré, on a fait les diagnostics par téléphone. Donc, bravo pour ceux qui l'ont fait. Moi, j'ai mes clients qui continuent à le faire aujourd'hui. On fait du pré-diagnostic téléphonique. C'est un gain de temps considérable. On n'est pas payé, mais on va trier les urgences. Et ça permet un recrutement, je pense, aussi à la longue. Et on améliore le recrutement, oui. D'ailleurs, de cela, on passe à la question de Dr Sofiane Boubendir qui vous pose la question concernant les moyens de recrutement de nouveaux patients. Quels sont-ils? C'est certainement pas là-dessus que j'excelle, où je vais vous décevoir. La réponse est soyez un bon praticien. Vous voyez, aujourd'hui, un praticien m'a téléphoné et il m'a dit, Monsieur Macarieux, je veux travailler avec vous. Mais j'ai rien fait, je suis pas allé le chercher. Vous savez qui me l'a envoyé? Un autre praticien. Donc, qui va vous construire votre patientèle, votre bonne patientèle? C'est vos patients d'aujourd'hui. C'est les bouche à oreille. Il suffit d'en avoir un qui, lui, va vous amener un deuxième. Et les deux vont vous amener 4. Et les 4 vont vous amener 8. Et après, c'est vous qui direz, je suis d'accord pour te soigner ou pas. Et c'est ce que j'ai dit à ce praticien. Je lui ai dit, tu sais, je ne prends pas beaucoup de praticiens par an. On va voir si tu vas pouvoir travailler avec moi. Donc, je vous souhaite d'en arriver à ça. Et comment j'y suis arrivé? J'y suis arrivé par du travail de qualité, par le fait de respecter mes clients et de donner le meilleur de ce que je pouvais donner. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas de certains
qui utilisent des moyens plus ou moins, dans le terme commercial, ils utilisent le terme solde, promotion printemps. C'est pas vraiment, je pense, Oui. faisant partie de du médical. C'est vrai, mais souvenez-vous quand les McDonald's sont arrivés, quand les hôtels low cost sont arrivés en France. Un hôtel était à 100 francs et il arrivait des hôtels à 20 francs. On avait McDo qui proposait des hamburgers à 2 francs 6 sous. Et les restaurateurs, il y en a qui se sont cassés la figure. Mais aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de restaurants en France et d'hôtels. Sauf que les hôtels sont devenus des hôtels châteaux et relais. Les restaurants sont devenus des restaurants gastronomiques ou avec des thématiques, des restaurants bio, etc. Et aujourd'hui, dans ces restaurants, on mange des hamburgers gastronomiques. Donc, on a retourné les éléments. Et McDo a permis d'améliorer la restauration française. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont chez McDo aujourd'hui, mais les restaurateurs existent toujours. Vous aurez toujours des margoulins, vous aurez toujours des voyous, vous aurez toujours des voleurs. Mais ne soyez pas comme eux. Ne rentrez pas dans ce jeu-là et laissez vos patients juger de ça. Et je vous assure qu'ils le feront à condition que vous y croyez vous. Mais si vous en doutez, si vous doutez de votre qualité, eh bien, vos patients vont s'en rendre compte. Et ils vont préférer aller vers du low cost. Et ne pratiquez pas des prix exagérés. Ayez des prix justes, honnêtes. Et quand on vous demande des prix, vous dites « je ne peux pas ». Un patient vous dit « et chez l'autre, c'est 2 fois moins cher ». Répondez-lui « mais allez-y, allez-y, vous aurez une dentisterie 2 fois moins chère et 2 fois moins bien ». Mais il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut filtrer. Est-ce que, moi, vous savez, quand je viens en Algérie, je vois des supermarchés, je vois des magasins de qualité, je vois des articles dans ma conférence, c'est ce que j'explique. J'ai vu des magasins avec des vêtements, je vois des chaussures Nike, par exemple, à Oran, je me souviens, là, une boutique, j'ai acheté une chaussure Nike au même prix que la France. Alors, comment ça se fait ? Mais pourtant, à côté, j'avais un petit jeune qui me présentait dans la rue une paire de Nike à 10 €, 10 fois moins cher. Eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas acheté. J'ai préféré rentrer dans le magasin et acheter des vrais Nike. Donc, je ne sais pas si c'est Dr Raouf qui a posé cette question, mais si je veux du Raouf, je veux du Raouf. Je ne veux pas autre chose. Je ne veux pas du Brahim. Donc, ça, je l'explique dans mes conférences, c'est votre dentisterie, c'est celle que vous représentez, c'est dans celle où vous êtes identifié. Je vois que Radia nous a quittés, je ne sais pas si elle va arriver à revenir. Effectivement, elle a encore un petit souci une petite panne de connexion, mais je vous annonce, il y a aussi une autre question. On a une autre question de Monsieur Outmoral. Faut-il spécialiser les assistantes si on en a 2 ou bien il faut qu'elles soient polyvalentes? Alors, je préfère les spécialiser. Néanmoins, une assistante doit être capable de faire le travail de l'autre assistante. Mais il est logique, en fait, si vous voulez, aujourd'hui je parle des 5 métiers de l'assistante. Mais une assistante fauteuil doit avoir des qualités particulières. Elle doit être rigoureuse, méthodique, empathique, elle doit aimer le patient. C'est en énéagramme, je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme, c'est une science soufie très connue en islam. Moi, je m'en sers beaucoup de l'énéagramme pour nos recrutements ou pour définir des profils. Donc, le profil 2 de l'énéagramme, c'est l'assistante idéale, le profil 1 ou le profil 2. Une assistante secrétaire, il ne faut surtout pas que ce soit une sentimentale. C'est exactement le contraire. Si vous mettez un bisounours à l'entrée, je ne sais pas si on dit bisounours en Algérie, mais ça veut dire voilà, un petit nounours, quoi. Vous la mettez à l'accueil, la pauvre, quoi. Elle va être incapable de refuser les urgences, de refuser les rendez-vous, d'encaisser de l'argent. Donc, à l'accueil, il faut une personne qui sera en profil énéagramme, une 3, une 1, une 6, voilà. Donc, une personne qui a un profil
différents. C'est en ça qu'on est obligé d'avoir 2 compétences différentes. Mais ça ne veut pas dire que la gentille n'est pas capable d'encaisser un chèque ou de prendre un rendez-vous. Et ça ne veut pas dire que la méchante, entre guillemets, n'est pas capable de venir vous aider au fauteuil. Simplement, je sais que celle de l'accueil fera mieux son travail. Et souvent, c'est une personne, prenez des filles qui ont fait des écoles de commerce, qui ont travaillé dans les... Moi quand je veux un bon CV, je regarde, si je vois la fille qui a toujours travaillé dès 16 ans dans les boulangeries, dans les épiceries, et qu'en même temps, elle faisait ses études, et qu'elle a fait des études pour faire du marketing, des trucs comme ça, mais je la prends comme secrétaire. Maintenant, si j'en vois une qui a été nounou dans une crèche, ou qui garde d'enfants, ou infirmière, ou tout ça, j'en fais une assistante fauteuil. D'accord, ok. Alors, désolé, j'ai été encore une fois déconnectée, toujours à cause de cette panne électrique. Pour docteur Linda Boutria, elle voudrait savoir, avec tout ce qui se passe, toujours on revient vers le Covid et tous les secteurs privés qui ont été sévèrement touchés, y compris bien sûr les cabinets dentaires. Quel genre de conseils pouvez-vous nous donner pour pouvoir survivre justement à ce problème? C'est vraiment ne pas douter du besoin des patients d'une dentisterie de qualité. Cette situation vous fragilise énormément. Du coup, comme vous êtes en état de fragilité, vous avez peur, vous dites mais plus personne n'a l'argent, plus personne n'a les moyens, je ne vais pas y arriver, je vais m'écrouler, tout va être détruit. Quand un patient arrive dans votre cabinet, tout cet état, vous le transmettez à votre patient. Et s'il avait la moindre intention de faire un soin, sans vous en rendre compte, vous allez prononcer des mots qui vont le décourager. Donc, la première des choses, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Coué. En ce moment, je me passionne pour les neurosciences. Je suis en train d'étudier les neurosciences, je me régale. Mais la méthode Coué, c'est quoi? C'est tous les matins, vous regardez dans un miroir et vous vous dites, je suis la meilleure des dentistes, je m'adresse à Madame Linda Boutria, je suis la meilleure des dentistes, je vais donner le meilleur aujourd'hui. Et la crise, j'en ai rien à foutre, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir 1 ou 2 patients qui a besoin de moi, vraiment. Et je vais lui parler de sa maladie et non pas de son argent. L'argent, c'est son problème à lui. Vous, votre problème, c'est de lui dire ce qui ne va pas dans sa bouche. Donc, ne vous trompez pas et surtout, ayez confiance en vous. Ok. Alors, on vient de m'envoyer une question en privé. La consoeur, oui, je pense, c'est une consoeur. Elle voudrait savoir comment gérer. Alors, son problème, c'est quoi? C'est que elle essaye d'appliquer les meilleures qualités, utiliser les produits les plus normés. Mais durant l'année, il y a vraiment une activité qui est en dents de scie. C'est-à-dire que, par exemple, là, la période avant le Ramadan, il y a un grand flux. Pendant la période des vacances, il y a un flux. Et ensuite, le reste de l'année, c'est quasiment, ça tend vers 0. D'où un chiffre d'affaires pas très important. Oui. En fait, ça, plusieurs confrères, je pense, peuvent vous le confirmer ici. Oui, oui. Là, c'est une question de planification. Si vous voulez, s'il y a des flux rentrants, si par exemple vous me dites, avant Ramadan, par exemple, là on sait que dans quelques jours, le Ramadan va arriver, il va y avoir une baisse d'activité. Eh bien là, je dois non pas produire, je dois recruter. C'est-à-dire que là, je vais profiter de ces 10 jours qui me restent pour recruter des gens, c'est-à-dire faire le maximum de diagnostics et de dire à ces patients, profitons du Ramadan, parce qu'au Ramadan, je suis plus tranquille, le cabinet est plus light, du coup, je vais pouvoir te soigner en prenant plus de temps, je vais pouvoir désinfecter la salle pour mieux te soigner. Et tu sais ce qu'on va faire, au lieu de te recevoir en 4 rendez-vous, je vais te recevoir en un seul rendez-vous. Il n'y aura que toi dans le cabinet et on va passer l'après-midi et avant le Maghreb, je te lâcherai pour que tu puisses aller faire la rupture à ta maison. D'accord. Alors, une question concernant les formations. Alors là, c'est Dr Ryan qui vous demande votre avis personnel concernant ces formations rapides, des formations de 2 ou 3 jours dans les différentes spécialités, ODF, implanto.
est-ce que, pour un généraliste, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour obtenir les résultats dont vous avez parlé tout à l'heure? Ça dépend. Je vais vous dire, effectivement, c'est une bonne question parce que, en fait. Moi, je l'ai aimé aussi. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème des formations, c'est qu'elles ne sont pas assez chères. En fait, vous avez l'habitude en Algérie de payer une journée de formation, je crois que c'est 15 000, il me semble, à peu près. Voilà. Donc, si on vous propose une formation à 60 000 par jour, vous allez la trouver beaucoup trop chère et vous n'irez pas. Donc, que font les conférenciers? Ils vous en donnent pour 15 000. Donc, sauf des conférenciers scrupuleux. Mais je me suis posé la même question, puisque, et je vais en toute transparence, si vous voulez, Dr Ahmed me demandait de faire un atelier de 1 heure après le Dantex. J'ai dit non, je peux pas. Je ne peux pas. En 1 heure, je ne sais pas aider quelqu'un. C'est pas possible. J'ai besoin de plus de temps. Donc, tout va dépendre du conférencier et tout va dépendre de son désir de vous transmettre quelque chose. J'ai malheureusement vu beaucoup de conférences au Maghreb comme en France, où quand c'est pas cher, ben c'est comme la dentisterie, on en a pour son argent. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai parce que des fois je vois, il y a on me pose des questions concernant des formations. Elles sont pas très très chères. Ensuite, on me dit, est-ce que après on pourrait, par exemple, faire poser un implant ou faire une intervention chirurgicale? De toutes les manières, je pense que il faut déjà choisir la formation. C'est-à-dire que moi, si je veux pas travailler dans le sang, c'est pas intéressant d'aller faire une formation de chirurgie, plutôt aller faire de l'endo ou de l'OC ou de la stratification. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir ce que l'on veut, mais l'on ne peut pas faire de l'omnipratique à 100% et d'emblée. Peut-être avec le temps, mais pas d'emblée, je pense. Oui, vous avez raison. L'omnipratique, pour moi, n'existe pas. C'est devenu quasiment impossible d'être omniscience. Il y a trop de choses à savoir. Exact. Donc, tout à fait. Donc, c'est pour ça, encore une fois, on revient aux objectifs. Se fixer des objectifs pédagogiques. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre cette année? Qui sont les meilleurs pour m'apprendre ça dans le minimum de temps? Et s'il faut payer, payez. Mais n'essayez pas d'avoir un truc 2 fois moins cher parce que c'est exactement ce que font vos patients. Et je peux vous garantir, mais moi c'est ça, moi des gens me disent mais fais moins cher. Je fais des prix bien sûr pour le Maghreb, je ne pratique pas les tarifs français, loin de là, mais il y a un minimum en dessous duquel je n'irai pas. Et je sais que tant pis, j'aurai moins de gens qui viendront, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que vous ayez les patients que vous méritez. Eh bien, c'est pareil pour les formateurs. Les formateurs, moi, je leur recommande de faire de la qualité. Et s'il y a un formateur qui fait de l'endo, je lui dirais, en 2 jours, donne le meilleur de toi. Arrête de montrer ce que toi, tu fais bien. Tu es là pour former les gens. En 2 jours, donne-leur tout ce qu'il faut, la boîte à outils. Mais s'il faut les faire payer, ben, ose les faire payer et ne brade pas ta formation. Ok. Alors, question très intéressante aussi, Dr Bekir. Comment intégrer les nouveaux cas ou les urgences dans le programme quotidien? Alors oui, c'est très important. Ouais, alors il y a 3 portes d'entrée. Bon là, je ne sais pas si on a le temps de développer tout ça. Hein. Il y a 3 portes d'entrée qui sont les urgences, les détartrages et la consultation. Ce sont des portes différentes qu'il faut traiter différemment, mais des protocoles différents. Concernant l'urgence, pour y répondre très vite, vous devez vous fixer un quota d'urgence par jour qui dépend de votre capacité. Sur un cabinet qui travaille normalement, qui a des patients, eh bien, en France, je recommande de ne prendre que 2 urgences par jour, sauf le lundi, sauf le retour de Pâques, etc. Donc, en général, il faut prendre un quota d'urgence. Ensuite, il faut distinguer dans l'urgence, le traitement de l'urgence, de stopper le problème, de traiter le curatif. C'est-à-dire, il faut se dire, je suis le SAMU et je suis l'hôpital. Donc, quand l'urgence vient, je suis le SAMU, je contrôle le risque, mais ensuite, je fais appel à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas une endo en première intention, je soulage le patient, j'ouvre la chambre, je mets un pansement et je fais un devis.
D'accord, ok. Alors, quelqu'un d'autre aussi sur le perso, il m'envoie, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant d'ouvrir un cabinet dentaire dans une région qui regorge déjà de dentistes? Est-ce un avantage ou un inconvénient? Question 1. Question 2, elle est très intéressante celle-là. Comment faire payer les mauvais payeurs? En les faisant payer d'avance. Donc, moi, j'ai appris dans les cliniques, quand vous entrez dans une clinique pour vous faire opérer, vous devez payer votre acte à l'avance. Mes clients payent d'avance. J'ai aucun mauvais payeur. Tous mes clients sont des amis. Ils sont très contents. Ils me payent d'avance. Et celui qui se dit, ah bon, il faut payer d'avance, je lui dis, mais tu n'es pas obligé, tu peux réfléchir. Au revoir. Il faut avoir ce courage. Il faut avoir ce courage-là. Je préfère la première question. Alors, la première question, il va falloir me la répéter, je suis désolé. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un cabinet dans une zone où il y a déjà des dentistes? Est-ce un avantage ou un inconvénient? Alors, ça dépend de vous. Ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes l'arbre au milieu de la forêt, il y a intérêt que vous soyez le chêne. Si vous êtes un bouleau, si vous êtes un cif, si vous êtes, allez plutôt dans une carrière. D'accord, ok. Alors, Madame Dr Jarmoun, que pensez-vous d'avoir 2 fauteuils avec 2 praticiens dans une seule salle de soins, côté gestion, temps et rentabilité? Je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est une réponse. Cette praticienne, c'est extrêmement pertinent ce qu'elle vient de dire. Je vais essayer de le résumer. En fait, il faut vous regrouper. C'est très important. Le moyen, je ne l'ai pas expliqué, bien sûr, il faut faire 20 millions, mais comment faire plus? Il faut se regrouper. L'avenir est aux cliniques dentaires. Donc, en Algérie, vous avez moins de problèmes qu'en Tunisie. En Tunisie, on a un problème d'autorisation. Ce n'est pas autorisé. En Algérie, il y a des dérogations. J'ai rencontré des cliniques. Je sais que c'est possible. Vous avez la possibilité de le faire. Donc, profitez-en. Vous avez des structures qui le permettent. Donc, de faire des plateaux techniques plus importants. On partage les coûts. On peut investir dans l'empreinte numérique à plusieurs. Et ensuite, on travaille par vacation. Il faut séparer le plateau technique. Imaginez des investisseurs d'un côté, d'accord, et des dentistes de l'autre. Donc, la consoeur, si elle a envie de travailler 6 heures par jour ou 12 heures par semaine, eh bien, elle se met d'accord. Si elle est associée dans la structure, elle trouve des associés qui vont compléter son temps. Donc, par contre, il faut travailler sur 2 fauteuils. C'est-à-dire qu'il faut enchaîner. Si vous voulez gagner plus d'argent, une des méthodes d'organisation, c'est de passer sur 2 fauteuils, ce que font les Américains depuis 30 ans. Quoi. D'accord. Et du coup, vous avez répondu à la question de Dr Boutria qui pose la question concernant les cabinets de groupe. Moi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Question. Comment gérer quand il s'agit d'un cabinet de groupe? Qui fait quoi, en fait? Alors, ma recommandation, c'est un seul patron. Moi, mon conseil, c'est un chef de clinique. Je déconseillerais en général l'association. Que voulez-vous dire, pardon, par association pour que ce soit bien clair dans la tête de chacun? Oui, c'est plusieurs patrons sous la même casquette. D'accord. C'est toujours très difficile. C'est toujours très complexe parce qu'on n'a pas la même vision. Le praticien qui m'a appelé aujourd'hui, par exemple, c'était ça son problème. Il était avec des praticiens, lui, il voulait avancer et les autres voulaient reculer. Et vous êtes confronté à ça tout le temps. Un mariage, c'est déjà difficile. Vivre avec la même personne toute sa vie, c'est très difficile. Imaginez avec un associé. Imaginez, c'est encore plus. Donc, je suis pour construire votre vision et faire adhérer des gens qui seront ravis. Et au Maghreb, il y en a plein. Par exemple, les consoeurs. Il y a beaucoup de consoeurs qui ont pas envie, qui ont envie de faire un métier plaisant, donc elles ont fait dentaire, mais elles veulent pas être chef à la place du chef. Donc, créez une clinique, devenez chef de clinique et entourez-vous de gens qui sont ravis d'être salariés ou ravis d'être collaborateurs avec le statut juridique de l'Algérie et qui vont être ravis. Deuxième solution, si vous prenez des associés, faites le système de la clinique française. Séparez l'investissement du travail. C'est-à-dire, vous avez 2 casquettes. Je suis investisseur, je loue un immeuble, je mets des fauteuils, je mets une panoramique. Ça, c'est le plateau technique. Et je suis investisseur, j'ai une casquette investisseur. Ensuite, je suis dentiste. Je travaille dans cette clinique et là,
je réponds à une charte. C'est-à-dire, voilà, j'arrive le matin, j'ai des droits, j'ai des devoirs vis-à-vis de la clinique. Mais je n'ai pas mon mot à dire sur les investissements. Je peux faire une demande, mais c'est deux pôles séparés. Ça, c'est le plus gros travail que je fais aujourd'hui, c'est ça. Nous travaillons beaucoup sur la conception de ces cliniques. Au Maroc, on en a fait plusieurs. En Tunisie, on a une réflexion qui est menée là-dessus. C'est vraiment l'avenir. Merci Robert. Alors, désolé, je dois prendre la dernière question, celle de Dr Jezar. Alors, elle vous pose la question, est-ce que vous pensez que faire un internat dans une spécialité de chirurgie dentaire serait plus intéressant que faire les petites formations sandwich? Alors, je ne suis pas compétent. Il faut que vous répondiez, vous, à ça. Honnêtement, je ne suis pas compétent pour savoir quel est l'intérêt de ceci ou de cela. L'internat, est-ce qu'il y a un véritable apprentissage ou pas? Ça dépend des terrains de stage. C'est-à-dire, il y a plusieurs écoles dentaires en Algérie. Par exemple, moi, pour faire la spécialité, il m'a fallu 4 ans. Faire une formation, ça peut vous prendre 2 jours par mois pendant une année pour passer comme un DU. Donc, voilà. C'est à peu près la chose. Et je crois que, encore une fois, j'en reviens à l'objectif, ça dépend de votre passion. Si vous voulez devenir spécialiste, ben, donnez-vous-en les moyens. Et effectivement, il vaut mieux l'internat. Mais ça dépend, parce que vous pouvez avoir un cabinet libéral qui fait de la très bonne dentisterie, qui peut vous accueillir comme collaborateur. Je reviens à l'exemple. Excusez-moi, c'est pas si c'est le cas, je vais peut-être embêter le docteur Labed, mais voilà, si j'ai un docteur qui sait travailler comme le docteur Labed, j'ai plutôt envie de dire, est-ce que je pourrais devenir ton collaborateur? Et même si je gagne moins, mais au moins à tes côtés, je vais apprendre. D'accord? Et il faut dissocier l'objectif pédagogique de l'objectif financier. Je préfère gagner moins, mais apprendre auprès de quelqu'un et gagner du temps et en 1 an acquérir une forte compétence. En fait, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, hein, Robert. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Ben oui. J'ai travaillé avec quelqu'un, pour ne pas dire chez quelqu'un, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, pendant 5 ans, pour que Dr Labed soit ce qu'elle est aujourd'hui, alhamdoulilah. Tout à fait. Alors, bon, j'ai une petite question, mais bon, je vais pas la laisser parce qu'il y a que celle-là. Ça me gêne de parler à propos des prix, c'est Dr Jarmoun. Avec les patients, est-ce que c'est une obligation de donner le devis nous-mêmes ou est-ce qu'on peut laisser cette besogne, entre guillemets, à l'assistant? Alors, il faut absolument... Vous êtes très en avance, docteur, en posant cette question. En avance psychologiquement, c'est-à-dire qu'en Algérie, on a encore ce réflexe de dire l'argent c'est moi. C'est une erreur. Moi, j'apprends aux dentistes français à déléguer, ça marche très bien. Je vous recommande fortement de déléguer. Vous n'avez pas à parler d'argent, vous êtes des médecins. Parfaitement. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est pas votre travail, et c'est pour ça qu'il nous faut des méchantes, qu'il nous faut des Fatima qui elles vont s'occuper de ça et qui sont, j'ai parlé tout à l'heure, qui ont fait des formations de marketing, de commerce, qui elles sont dans l'empathie du patient, qui vont trouver des solutions financières, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut déléguer. Et je sais qu'au Maghreb, c'est difficile. Vous avez du mal, le rapport à l'argent est encore assez secret, quoi. Vous savez, moi, j'ai une petite phrase fétiche. Je leur dis, quand on me dit alors combien ça coûte, je leur dis désolé, ici c'est le ministère de la Santé, le ministère des Finances, il est à côté de la porte, à la réception. Alors pour les sondages, on est à 100% conférence très intéressante. Merci beaucoup Robert. Merci. Et 71% des gens qui ont participé pensent être au Dentex 2021.